Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, entrée triomphale des troupes du gouvernement d'union nationale dans la ville de Tarhouna en Libye. Une victoire stratégique puisqu'elle vient mettre fin à l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli en avril 2019. En Afrique du Sud, certaines mesures restrictives imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont été jugées contraires à la Constitution. L'exécutif a 14 jours pour rectifier le tir. Et puis la filière café résiste au Covid-19. Les exportations d'or brun ont enregistré une hausse de 7% sur le continent. L'Éthiopie et l'Ouganda s'en sortent respectivement avec des croissances de 19,2 et 19,6%. Mais tout d'abord, ce succès majeur contre le terrorisme. L'armée française a annoncé ce vendredi 5 juin la mort d'Abdelmalik Droukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de plusieurs de ses proches collaborateurs lors d'une opération militaire le 3 juin au Mali. Opération menée avec des partenaires au nord de l'Adra des Ifoghas, près de la frontière avec l'Algérie. Plus précisément, l'un des membres du groupe terroriste s'est rendu sans combattre, mais son identité n'a pas été dévoilée. Parallèlement, les opérations contre l'État islamique au Grand Sahara, l'autre grande menace terroriste dans la région, se poursuivent. Le rapport de force s'inverse en Libye. Le gouvernement d'union nationale a repris Tripoli et repoussé les forces de Khalifa Haftar jusqu'à Tarhouna. Au même moment, Fayez El-Sarraj était en visite en Turquie. La Turquie dont le soutien a permis au GNA d'enchaîner les succès. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Tripoli sous le contrôle exclusif du gouvernement d'union nationale. Les forces du GNA ont annoncé ce jeudi 4 juin contrôler toute la capitale et sa banlieue. Mercredi déjà, les hommes du premier ministre Fayez Al-Sarraj reprenaient l'aéroport international de Tripoli qui servait jusque-là de base arrière au maréchal Khalifa Haftar. Nos forces héroïques ont le contrôle total des frontières administratives du Grand Tripoli. Depuis plusieurs semaines déjà, les forces du maréchal Khalifa Haftar enregistraient une série de revers. Un inversement de l'équilibre des forces avec l'entrée en jeu de puissances étrangères. Le GNA, qui bénéficie notamment du soutien de la Turquie, dont l'appui humain et surtout technique aurait fait basculer la victoire. Je pense que la Turquie est intervenue massivement en Libye par envoyer des conseillers militaires, des équipements, des drones, mais aussi des milliers, à peu près plus de 10 000 mercenaires syriens. Les plupart d'eux sont et appartiennent aux organisations terroristes. Fayez Al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, était ce jeudi en visite en Turquie où le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé l'importance d'une solution politique au conflit libyen. La veille, les Nations unies avaient d'ailleurs annoncé la reprise des négociations du comité militaire, suspendu depuis plus de 3 mois. Dans l'actualité également, coup de tonnerre en République centrafricaine. Les juges de la Cour constitutionnelle ont rejeté ce vendredi la révision de la Constitution proposée par l'Assemblée nationale. La Cour estime que l'amendement entraînerait nécessairement la modification de la durée du mandat du président de la République et que la procédure pour obtenir les 2/3 des voix nécessaires pour présenter cette réforme n'était pas conforme à la Constitution. Rappelons que les changements rejetés par la plus haute instance judiciaire du pays aurait permis au président Touadéra et aux législateurs de prolonger leur mandat en cas de report des élections. En Afrique du Sud, les mesures promulguées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 suscitent de plus en plus de critiques, aussi bien au sein de l'opposition qui la juge dangereuse pour l'économie que parmi la population. Elles ont d'ailleurs été déclarées anticonstitutionnelles et invalides par la justice qui donne 14 jours à l'exécutif pour revoir, amender et republier les mesures de confinement. Corinne Kamsafahem.
En Afrique du Sud, les Liberty Fighters, un groupe de défense des droits de l'homme, ont obtenu gain de cause devant la Haute Cour du Gauteng Nord. Le tribunal a en effet déclaré inconstitutionnelles et invalides les mesures restrictives mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la lutte anti-coronavirus. Pour les Liberty Fighters, cette situation a davantage restreint les libertés individuelles et entraîné des pertes importantes de revenus plus qu'elle n'a freiné la propagation de la maladie. Certaines des réglementations promulguées par le gouvernement n'ont tout simplement pas satisfait aux tests de rationalité pour empêcher la propagation du Covid-19. Le gouvernement dispose de ce fait de 14 jours pour modifier et publier les règlements afin d'éviter de violer les droits des personnes. Déjà le 1er juin, l'Afrique du Sud a entamé la phase 3 du confinement qui autorise tous les services de commerce électronique, le transport aérien domestique limité, la vente d'alcool de 8h à 12h entre le lundi et le mercredi. Il y a eu une urgence économique en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud veut continuer à maintenir sa trajectoire de croissance, c'est donc important de procéder rapidement à un plan de déconfinement en donnant des priorités évidemment à des activités au plan économique. Voilà. Donc cette décision du gouvernement sud-africain rentre tout à fait dans cette logique. Les terminaux de la croissance économique sud-africaine sont connus chez le secteur minier. Il va falloir renforcer les mesures barrières et dans un strict respect des règles liées au Covid-19 dans le secteur minier pour permettre à ce secteur notamment de se développer. Et revoir également le stock de sa dette, parce que le pays doit importer du matériel médical aujourd'hui, parce que le besoin est crucial. Bien avant le début de la crise sanitaire, le taux de chômage en Afrique du Sud avoisinait déjà les 30%. Les mesures restrictives mises en œuvre avec la pandémie ont alourdi ce chiffre. Selon l'Alliance droite, un parti d'opposition, le confinement coûte chaque jour 670 millions d'euros à l'économie du pays. Aussi, malgré le taux croissant de personnes contaminées, soit 37 725 en date du 4 juin, le gouvernement de Cyril Ramaphosa a la délicate mission de trouver le juste équilibre pour préserver au mieux la santé des populations et maintenir l'économie à flot. Un revers pour le président Ramaphosa qui n'entend pas se laisser faire. Il a annoncé ce jeudi que le gouvernement sud-africain allait faire appel de la décision de la justice déclarant les mesures de lutte contre le Covid-19 invalides et anticonstitutionnelles. Au Sénégal, en revanche, les autorités lâchent du lest face à la pression de la rue. Après 2 nuits d'incidents et de protestations contre les mesures de lutte contre le coronavirus, le gouvernement a annoncé jeudi un allègement du couvre-feu nocturne et une reprise des transports entre les villes. Les détails dans ce reportage d'El Hadjiaï, notre correspondant au Sénégal. Des manifestations sont notées ces 2 jours au Sénégal et ont pour objectif de réclamer la fin du couvre-feu. À Dakar, la capitale comme à l'intérieur du pays, la jeunesse est sortie dans plusieurs quartiers pour défier les forces de l'ordre et même des affrontements ont été notés. Pour y remédier, le ministre de l'Intérieur était face à la presse ce jeudi 4 juin 2020. Ainsi, certaines mesures ont été assouplies. Par exemple, le couvre-feu passe de 23h à 5h du matin, rassemblement autorisé et la réouverture des espaces publics dans le cadre de l'état d'urgence instauré le 23 mars par le président Macky Sall pour combattre le Covid-19. Le suivi pour faire respecter les mesures barrières demeure aussi une priorité pour les autorités. On a décidé donc de la reprise économique. Il y a certains secteurs que tout le monde connaît qui ont été très touchés. Déjà, nous avons le secteur de la restauration, mais en respectant les mesures barrières, la distanciation. Ça dit qu'aujourd'hui, dans les restaurants, il y aura peut-être moins de tables. Il est important quand même que je précise que pour l'instant, nous n'avons pas accepté l'ouverture des bars. Nous avons juste accepté l'ouverture des restaurants, distanciation physique, l'ouverture des salles de sport. Salles de sport, je dis bien, le sport dans les plages, c'est également interdit. Les salles de sport, on autorise parce que c'est également des endroits où on peut respecter la distanciation physique et les mesures d'hygiène. Il en est de même également pour les casinos. Pour ce qui est du transport interurbain, la pandémie a démontré sa fragilité, cause pour laquelle des mesures ont été adoptées. Aujourd'hui, le ministre de tutelle a annoncé la levée des restrictions sur le transport interurbain. Selon le ministre, les transporteurs peuvent désormais circuler jusqu'à 23h en respectant certaines mesures. Il a aussi annoncé la fermeture des gares routières à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Toute sortie ou entrée d'une gare interurbaine officielle par un véhicule est assujetti au remplissage d'un manifeste dûment tenu à cet effet par le déclarant responsable de la dite gare. Ainsi, le nom, les prénoms
de chaque passager, les références de sa carte d'identité nationale, son lieu de destination, son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s'assurer de la bonne tenue du manifeste qu'il présentera immédiatement sur demande des autorités habilitées. Les acteurs de la culture ne sont pas en reste dans ces mesures d'assouplissement. D'ailleurs, le chef de l'État Macky Sall a décidé d'octroyer un appui de 3 milliards de francs CFA au secteur des arts et de la culture compte tenu de l'ajournement de certaines activités majeures de l'agenda culturel national. Le secteur de l'agro-industrie à l'épreuve du coronavirus au Ghana. 80% des entreprises du secteur subissent sévèrement les effets de la crise sanitaire, des effets qui se traduisent par une baisse de 61,2% en moyenne des revenus mensuels. Face à cette situation, la Chambre d'agro-industrie est appelée à la rescousse. Explication avec Amenedi. Parmi les filières connaissant une chute liée aux impacts négatifs du Covid-19 sur l'économie ghanéenne, l'agroalimentaire occupe une place considérable, une affirmation justifiable par la réduction de 61,2% des revenus mensuels moyens des entreprises issues du secteur selon la Chambre d'agro-industrie du Ghana. Même si les grandes semblent encore résister, les petites et moyennes entreprises croulent déjà sous le poids d'une réduction de 77,4% de leur chiffre d'affaires. C'est forcément des emplois qui sont perdus, c'est des licenciements, c'est la fermeture d'entreprises, c'est vraiment l'économie qui ralentit. Alors pour ça, il faut rapidement que le gouvernement du Ghana prenne les mesures. La première mesure prise par le gouvernement du Ghana, c'était de mettre fin rapidement au confinement. Il faut maintenant que le gouvernement du Ghana puisse injecter de l'argent frais dans l'économie et soutenir par des créations de fonds. Vous savez que l'agro-industrie, c'est 15% de l'économie du Ghana. 80% des entreprises agroalimentaires interrogées au Ghana admettent qu'ils subissent sévèrement les effets de la crise sanitaire. Les dépenses augmentent, l'offre et la production baissent et à tout ceci s'ajoute la difficulté à assurer le paiement des salaires et à honorer les obligations fiscales. Alors il faut aussi également que le gouvernement du Ghana prenne d'autres mesures pour effectivement alléger le fardeau fiscal des entreprises de ce secteur. Il faut également aussi prendre des mesures incitatives du maintien des emplois, et des mesures incitatives à l'embauche pour ces entreprises de l'agro-industrie. Alors bon, une batterie de mesures qui peut être par le gouvernement pour alléger. Ça ne sera pas suffisant, c'est clair, puisqu'on agit dans l'urgence, mais ça peut être un début de réponse. Une situation face à laquelle la Chambre d'agro-industrie du Ghana appelle à un ciblage des principales zones de production nationales en vue de hiérarchiser les ressources disponibles. Un plan de relance dans lequel les chaînes de valeur de la volaille, de l'élevage et de l'aquaculture devraient être incluses. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'Afrique tire son épingle du jeu en matière d'exportation de café avec une hausse de 7% d'octobre 2019 à avril 2020, une performance qui contraste avec la situation mondiale où les exportations de leurs brins sont en baisse. Corinne Kamsefahem. Les exportations mondiales de café ont chuté de 3,1% au mois d'avril 2020 par rapport à la même période en 2019 pour atteindre 10,32 millions de sacs. Une tendance baissière que ne connaît pas l'Afrique qui enregistre une hausse de 7% de ses exportations à 7,66 millions de sacs d'octobre à avril 2019-2020. L'Éthiopie et l'Ouganda, qui réalisent la moitié des exportations africaines de ce produit, s'en sortent respectivement avec une croissance de 19,2% et 19,6%. L'avantage des pays comme l'Ouganda et l'Éthiopie, il y a eu beaucoup d'investissements étrangers qui ont été faits dans ces pays en matière de production de café qui répondent aux normes de qualité internationale. Et ce café est facilement exportable à partir du marché à la criée de la bourse de Mombasa au Kenya. L'offre du café, comme tous les produits agricoles, est sensible aux conditions climatiques, notamment le gel et la sécheresse, et au coût des intrants et politiques gouvernementales dans l'ensemble du secteur. Cette année particulièrement, la filière doit également faire face aux conséquences de la crise sanitaire mondiale, dont l'impact se fait ressentir sur le transport de ce produit des producteurs vers les consommateurs. La bourse de Mombasa au Kenya agit comme une espèce de hub qui permet l'exportation facile du café de l'Afrique de l'Est. Ce qui n'est pas le même cas pour les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qui ont beaucoup de problèmes d'accès au marché pour leur café, qui ont beaucoup de problèmes de compétitivité et de qualité de ce café.
Même si l'Afrique sort la tête de l'eau, certains pays producteurs de café, à l'instar de la Côte d'Ivoire, ont vu leurs exportations de café diminuer à raison de 3,8% pour le cas spécifique de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une grande partie de cette baisse s'est produite en avril, lorsque les exportations ont chuté de 52,4% pour s'établir à 60 000 sacs en raison de la moindre disponibilité des conteneurs d'expédition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'information.